Souvent, il y a des gens, ils viennent, ils nous demandent de faire des prêts, mais ils veulent pas nous dire pourquoi. Ah, C'est comme, OK. fait que passe-moi, mettons, 100 dis, 000 ouais, piastres, mais tu sauras pas pourquoi. Ouais. Ça va pour... Je fais pourquoi? Il me fait, ben, ça te regarde pas, j'ai de l'équité chez moi. Je fais, ben, OK, alors ça me regarde pas, alors passe Ça l'appel. m'intéresse pas. Ça Oh m'intéresse my pas. God, ok. Mais quoi? Mais j'ai plein d'équité sur. Je prête pas sur une équité. L'équité, c'est ma garantie. Je Ouais. prête sur un projet. Ouais. Ouais. Je crois au projet ou pas. Oui, L'équité, parce que- c'est ma garantie. Je suis pas là pour. Je veux pas ton équité. Moi, je veux faire un prêt, que ton projet il marche, que tout le monde soit content, tout le monde fait de l'argent, puis on passe au prochain projet. L'équité, c'est une garantie. Bienvenue dans La Belle et la Bête de la construction, un podcast réalisé par GSC formé pour bâtir. Merci d'être de retour pour un nouvel épisode. Moi, c'est Kathleen, la belle. Aujourd'hui, ma bête est Alex. Salut Alex. Salut Kathleen, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci. Bien contente que tu sois de retour avec moi pour cette émission puisque Yes. je crois que ça va t'interpeller. Souvent, le prêt privé, les gens ont peur du prêt privé, ont une mauvaise impression du prêt privé et pourtant, si le prêt privé est bien utilisé, ben on peut réaliser parfois des projets beaucoup plus vite. Ça peut être vraiment bénéfique pour notre entreprise là, quand on utilise le prêt privé. Et pour cette occasion, je reçois Emmanuel Elkobi et David Perez de Peel Capital. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Super. Emmanuel, on se connaît, on s'est rencontrés dans des soirées d'immobilier, donc on a été habitués de se côtoyer et de parler du prêt privé, tellement que maintenant, tu es rendu partenaire de la compagnie, vous êtes rendu partenaire avec nous. Donc, pour commencer, on aimerait savoir un peu votre background, par où que l'idée vous êtes parti de créer cette entreprise-là, là, puis d'aider les gens avec le prêt privé. Alors, c'est simple. D'abord, merci de nous recevoir. C'est agréable plaisir. d'échanger avec des gens du domaine. Bah, nous, notre cheminement, il est simple. On a commencé, ça fait plus de 20 ans, à faire du prêt hypothécaire standard. À l'époque, les banques, les règles étaient plus ou moins loose, donc ça fonctionnait. Plus le temps passe, plus il y a des crises financières, plus il y a des règlements, plus ça devient compliqué. Petit à petit, le marché du prêt privé s'est agrandi. Les banques faisant plus certains produits, il fallait trouver des alternatives. Justement, dans ce qui est construction, rénovation, flip de propriété, les banques ne jouent pas là-dedans parce qu'on s'entend que c'est des projets en général court terme. Puis la banque, elle fait son argent sur le moyen long terme. Donc petit à petit, c'est comme ça qu'on a rencontré des clients qui avaient des besoins. Et du coup, au lieu de les rediriger vers des prêteurs privés, nos investisseurs nous ont recommandé de le faire par nous-mêmes. Puis c'est comme ça qu'on a lancé Peel Capital. Puis ça fait combien d'années que vous avez l'entreprise? Presque une dizaine d'années là. Oh, wow, félicitations. Ouais. Félicitations. Combien de clients environ par année vous allez chercher? Écoute, on a fait des centaines de prêts. On s'entend, nous, des prêteurs privés, il y en a beaucoup sur le marché. Des fois, on a des connotations négatives sur le prêt privé. Je devais enchaîner moi-même ou j'attendais la question? Non, mais tu sais, je voudrais dire, non, moi, c'est une bonne question. Tu sais, Oui. Au niveau du prêt privé, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le prêt privé a une connotation négative de façon générale? Tu sais, ça fait peur. On a l'impression des fois qu'on prête de l'argent à des loan sharks à la limite, alors que c'est vraiment pas le cas. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce mythe-là autour du prêt privé, comme quoi c'est quelque chose de nébuleux, d'un peu sombre, là, donc qu'il y a cette aura-là autour du C'est prêt une très privé? bonne question parce qu'il y en a des loan sharks. Ça existe. C'est pas dans les films aussi, c'est dans la réalité. Fait qu'il y en a vraiment qui se font casser les jambes si... Je parle pas pour des gens que je connais pas, mais je sais que ça existe, Ouais. OK? Mais ce qui est important à savoir, c'est que les banques, c'est réglementé. Les prêteurs privés, c'est pas réglementé. Donc, il y a des lois que n'importe qui peut prêter à un individu ou une compagnie, l'enregistrer comme une hypothèque, comme une banque. Donc, c'est légal de le faire, bien sûr. Mais c'est ouvert à pas mal tout le monde parce que c'est pas très réglementé, tu vois, pour l'instant. Alors, c'est pour ça que ça peut être le loan shark du coin ou
des gens qui sont plus sérieux et puis ils cherchent. Tu sais, ça dépend le genre de clientèle que tu cherches. Mais comment les gens font pour Ouais. justement aller chercher un bon prêteur privé et non un... Oui, alors il faut poser des questions. OK? Alors, c'est sûr que tout le monde essaye de faire son propre marketing, se distinguer des produits, etc. Mais je pense que la meilleure chose, c'est le bouche à oreille et poser des questions aux prêteurs à qui tu voudrais travailler avec. C'est quoi ton expérience? C'est quoi le genre de prêt que tu fais? Avec qui tu travailles? C'est-tu des gens... c'est qui? D'où viennent les fonds? Est-ce que c'est tes fonds? Est-ce que ça vient... D'où ça vient? Il faut poser ce genre de questions pour savoir. Quand tu dis d'où proviennent les fonds, est-ce que tu veux dire d'où proviennent les fonds du prêteur privé lui-même? Oui. OK, parce que dans le fond, à la base, un prêteur privé peut utiliser son propre argent. Si c'est un prêteur qui est très, très, très nanti, donc qui a beaucoup d'argent de disponible, mais il peut travailler aussi avec des investisseurs derrière qui, eux, acceptent de prêter leur argent au prêteur privé et lui va aller chercher là, des personnes intéressées par du prêt privé. On va pas s'éterniser dans les différentes structures, là, mais c'est sûr que si on regarde les top 30 prêteurs privés au Québec, tu vas avoir certains que c'est leur propre fonds puis that's it. Puis il y en a que ça va être un amalgame de leurs fonds et de fonds de participants. Il y en a que ça va être... Tu sais, en général, c'est ces deux... Mais de façon, il y a très, très, très souvent du monde derrière parce que là, d'être capable de générer autant de liquidités pour faire les prêts privés... Définitivement. Alors, c'est de le faire de la bonne façon et pose les questions. Ouais. Les prêteurs, s'ils n'ont rien à se cacher, ils sont un livre ouvert, ils vont te l'expliquer. Puis qu'est-ce qu'on va aller chercher comme réponse? Parce que, tu sais, dans le fond, c'est que la réponse qu'on va recevoir par rapport à cette question-là, comment est-ce qu'on distingue qu'est-ce qui est plus sécuritaire ou qu'est-ce qui nous sécurise un peu plus d'une réponse qu'on n'aimerait pas? Ce serait quoi la réponse qu'on chercherait à ce niveau-là? Bah, moi, si je peux revenir un peu juste avant sur la réputation du domaine du prêt privé, c'est que comme dans toutes les business, tu as les gars qui suivent les règles, puis les gars qui suivent pas les règles. Ouais. Donc, c'est pareil dans ce métier-là aussi. Moi, ce que je vais dire aux gens, faire attention, si ton prêteur privé ne te pose pas de questions, sa seule inquiétude, c'est l'équité qu'il y a sur ta propriété, puis il te prête uniquement sur ça, c'est que il faut faire attention à savoir, OK, qu'est-ce que je mets vraiment dans le contrat? Souvent, les gens... Alors, il y a deux catégories de gens qui vont aller voir les prêteurs privés. Soit ceux qui ont des projets à réaliser, puis là, ça devient un coût pour l'exploitation de ta business, ou il y a des gens qui sont dans le trouble. La majeure partie des prêteurs privés que tu vas dire, là, les shark loans, là, c'est les gens qui vont aller sortir les gens de la détresse. Okay. Alors, il y a des gens, ils vont être mal pris. Tu sais, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est juste des mauvais payeurs, là. La vie, life happen, comme on dit. Ouais. Tu as des bad luck dans la vie, tu perds ta job, maladie, une séparation, un divorce. Ça va vite. En 6 mois, 1 an, tu peux te retrouver dans une très mauvaise situation. Si tu as une propriété que ça fait 10 ans que tu l'as, puis là, il y a plein d'équité là-dessus, là, tu vas te dire, ça peut être un outil pour ça aussi. C'est principalement dans ce créneau-là que tu as moi j'appelle les prêteurs privés voyous, là. Quelqu'un qui n'est pas là pour ton projet, il est là pour son bénéfice. Exact. Et son bénéfice, c'est, comme on dit, il aime faire le Pac-Man, là, aller manger tout l'équité le maximum possible qu'il y a dans ta propriété. Donc, fait qu'un bon prêteur privé, dans le fond, va vraiment aller voir c'est quoi la situation globale de la personne pour s'assurer, dans le fond, que le prêt il est fait de la bonne manière, il est bien structuré avec les bonnes garanties aussi de son côté. Une chose simple qu'on répète chez Peel souvent, c'est que s'il n'y a pas de porte de sortie dans ton prêt, il n'y a pas de porte d'entrée. OK? Alors, comme un flip, par exemple, on sait que la porte de sortie du prêt, c'est la vente. Exact. OK? Un projet de construction, ça va être le refinancement. Okay? Alors, on veut étudier notre background dans les hypothèques de 20 ans, nous aide à faire la souscription du dossier pour le client à tous ces niveaux-là. Tu sais, si il vient avec nous, puis son projet, il fait du sens au niveau des coûts, il fait du sens au niveau de son profil. Tu
on regarde ces choses-là. C'est comme il dit David, on regarde pas juste l'équité sur la bâtisse comme filet de secours. On va regarder comme, OK, on s'assoit, on voit le projet du client, on va voir c'est quoi son profil. Est-ce que son profil, il nous met en sécurité de façon qu'il peut mener à terme ce projet-là? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il a besoin de plus de support? Est-ce que ces chiffres font du sens? Alors, on regarde tout ça pour savoir si à la fin, ça fait du sens. Alors ça, c'est numéro 1, c'est la porte de sortie. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rentrer dans un deal avec un prêteur privé ou une banque normale. Et on manque de cash flow, on manque de ressources, et puis ça devient un flop ou on ne peut plus le faire. Alors, on regarde la porte de sortie, c'est super, super important. Et de là, on peut, si tu veux amener le client à faire des bons choix, et il sait qu'il est avec un prêteur qui tient à cœur non seulement son argent, mais aussi son projet à lui pour qu'il puisse le mener à bon terme. Puis tu sais, avant de rentrer, parce que évidemment le prêt privé est beaucoup utilisé dans le domaine de la construction, mais c'est quoi, dans le fond, les grandes sphères où le prêt privé est utilisé? T'sais, avant de sauter dans la construction, comme de façon générale, les personnes qui viennent à vous, c'est pour quel type de projet ou quel type de situation autre que juste la construction? Parce que moi, j'aurais pas pensé la construction en tant que telle au départ, parce que quand je l'ai connu, moi, j'aurais pensé plus l'immobilier. Puis ça m'est pas venu oui, en construction immobilier, je l'ai mis dans ma tête, je l'ai mis dans la même catégorie. Évidemment, immobilier, construction, souvent, c'est dans un construction dans un projet immobilier quelconque. Là. Mais autre que ça, vous êtes approché pour quel type de situation? Oui, alors on est souvent approché pour des projets immobiliers ou construction que la banque ne peut pas financer. Okay. C'est important de mentionner, OK? Parce que la plupart de nos clients, comme disait David, ce n'est pas des gens qui sont à risque d'être défaillants. Okay. En général, ils ont des bons profils, ils ont des bons crédits. Donc, c'est juste que la banque ne veut pas s'embarquer dans ce projet. Il ne veut pas s'embarquer dans ce problème. Il prend le risque. Là, comme je dis, un flip, la banque, elle ne va pas te financer un flip. Ouais. Aussi simple que ça, parce que la banque, ça lui prend 1 an pour amortir les coûts d'acquisition d'un client. Un flip, il doit durer 6 mois. Sinon, tu perds tes sous là-dedans. Et alors, ces types de projets-là, c'est sûr que, en plus, généralement, les gars, ça va être compliqué, ça va prendre du temps pour le financement avec la banque. Mais si on dit direct la réalité à la banque, je veux financer ça pour un flip, elle va te dire non automatiquement. Donc nous, on rentre là-dedans. Tout ce qui est financement pour des flips, tout ce qui est optimisation de multilogements, ça c'est des stratégies. Hein. Tu achètes un bloc qui est vide, tu peux pas avoir de financement avec une banque. Ça revient toujours pareil. Où ton objectif c'est de le vider parce qu'il est délabré, puis là il faut le réparer pour le remettre en état sur le marché. La banque va pas te financer là-dessus parce que sur les multilogements, elle va te financer sur le rendement de la bâtisse. Si j'ai pas de loyer, pas de rendement, pas de crédit. Donc, c'est principalement les zones qu'on touche dans le prêt privé avec les gars de construction. Puis ça, c'est un outil. Alors, oui, ça a un coût parce qu'on parlait tantôt du coût. Oui, tu vas à la banque, c'est autour de 5%. Un prêt privé, c'est autour de 10-12%. OK? Sauf que c'est 10-12% sur 6 mois, 8 mois, 9 mois, le temps de ton projet. Donc, nous, on dit toujours à nos clients, tu calcules ça comme un coût dans la réalisation de ton projet. Ne regarde pas comme ça a un intérêt, on n'est pas à la banque, là, tu vas pas rester avec nous 30 ans. C'est pas le but. Le but, c'est comme, on va te donner les moyens de réaliser ton projet. Tu as le moteur, mais il te manque l'huile. Ben, on va te donner l'huile pour faire ton projet. 6 mois, tu le revends, tu le refinances, et puis on redémarre sur le prochain projet. Oui, souvent, c'est ça qu'on voit. Hein. Les gens vont vous approcher... mettons, dans l'immobilier, par exemple, la banque ne veut pas passer, va aller vous voir, mais par la suite, vont être capables de refinancer l'immeuble avec une banque. Exact. Alors, il parlait du multilogement, c'est un outil très important dans le marché d'aujourd'hui parce que toi, tu te mets dans la peau d'un investisseur, trade d'union, entrepreneur. OK? Alors, lui, il sait que son angle d'attaque, ça va être peut-être des coûts moindres dans la réno parce que c'est ça qu'il fait, il a ses contacts, etc. Mais il veut optimiser. Pour optimiser un immeuble vide, les banques ne courent pas après ce genre de prêt-là. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est
une certitude qu'il y aura du cash flow pour payer leurs dettes. Ouais. C'est des prêteurs de cash flow, les banques. Les prêteurs privés, ils vont peut-être le regarder d'un autre angle. Ils vont le regarder comme on va t'aider à réaliser ton projet pour qu'ils puissent aller à la banque. Ouais. C'est un peu un catch-22 avec la banque, parce que la banque veut avoir une sécurité de pouvoir aller chercher dans le fond, ce cash flow-là. Exact. Mais tu as besoin de faire certains travaux possiblement pour pouvoir, après ça, avoir les locataires ou peu importe, pour sécuriser, dans le fond, cet investissement-là. Ouais. Fait que là, c'est là où est-ce que la personne doit avoir recours à un financement alternatif. Elle doit avoir un financement alternatif pour aller chercher cette enveloppe. Exact. Pour faire ses travaux et les réaliser. Le temps de refinancer. Exact. Et l'avantage qu'on a chez nous, c'est qu'on est des courtiers hypothécaires de longue date qui ont fait du financement de multilogement aussi pendant longtemps. Donc, on est très allumé sur le marché, les taux, les conditions de refinancement. Donc, si lui me dit, écoute, je vais refaire X à part, puis je dois refaire mon toit, puis je dois changer l'électricité ici, peu importe. Il nous vient avec ses soumissions et son budget. On peut le comprendre et être sûr avec lui que ça va être... qu'il a les reins solides pour le faire avec nous. Et qu'il est capable de le réaliser. Et puis ensuite, quand on va le refinancer, on peut faire des projections avec lui pour qu'il puisse nous rembourser et aller à la banque. Et là, tu gagnes un client très satisfait. Ouais. Tu as un client solide et tu as un client qui va revenir. Ouais. Fait que là, dans le fond, là, ça pique ma curiosité. Donc, vous, c'est pas juste... Est-ce que j'en comprends que c'est pas juste d'octroyer, dans le fond, le prêt... C'est l'équivalent d'un bridge, là, c'est souvent ça. Oui. Donc, c'est pas juste de faire le prêt initial au niveau du prêt privé, mais c'est aussi d'accompagner la personne pour monter le dossier pour le refinancement, donc pour la porte de sortie. On peut le faire. Okay. Ça, on peut le faire aussi, mais je pense que notre atout le plus important, c'est notre analyse du projet dès le départ. Ouais. Qu'on va dire, OK, oui, ton projet, c'est de rendre ton immeuble là. On sait c'est quoi les prérequis de la banque, de la SAHL. On a tous les accès pour voir les comparables vendus, les loyers dans le secteur. Alors là, on va te donner notre opinion, à te dire, OK, oui, ton scénario, il fait du sens. Donc là, on va investir avec toi dans le projet. Moi, je vois nos clients comme nos partenaires. Parce que souvent, ça arrive que des fois, on dit, désolé, mais je crois pas à ton plan. Oui, tu as de l'équité, mais ça va pas marcher. Je te dis que ça va pas marcher parce que toi, tu me dis par exemple ton bloc, tu vas le vendre à 2 millions, mais moi, j'analyse froidement, il n'y a aucun bloc qui s'est vendu à 2 millions dans le quartier. Comment toi, tu vas me sortir la licorne ? J'y crois pas. On n'est pas là pour créer les marchés, on est là pour suivre le marché. Alors quelqu'un, ça peut arriver, je dis pas que ça peut pas arriver. Le gars, il peut faire un immeuble avec condo style et puis rajouter des services dedans, puis là rajouter d'autres valeurs. Mais nous, notre analyse nous fait que oui, ton plan, c'est faisable. Tes chiffres, ils font du sens, oui ou non. Puis là, après, si on te prépare pour être sûr qu'à la fin, tu vas pas te retrouver dans le trouble. Tu vas soit vendre, soit refinancer ton bloc et tu auras fait de l'argent. Ça aura valu la peine. Fait que même si vous ne l'accompagnez pas dans son refinancement subséquent, votre analyse initiale fait en sorte que vous, évidemment, vous assurez... je reviens à la porte de sortie. Là, vous assurez que la porte de sortie va être là, fait que le projet va fonctionner, puis que ça va se refinancer, puis que là, tout le monde va pouvoir être satisfait dans le processus. La plupart des gens, ils ont des courtiers hypothécaires, ils ont des contacts avec la banque, ils ont des contacts. On n'est pas là pour ça. C'est pas une condition de prêt, right? Nous, juste pour souligner ce que dit David, c'est on a les atouts pour analyser de façon claire que le projet qui veut refinancer, ça peut fonctionner. Ouais, parce qu'on a les mêmes normes que son courtier ou les banques ou peu importe. On parle de 95% juste, right? Il y a toujours des facteurs qui vont varier, comme le taux, il peut varier, les coûts de construction, il peut varier, son prix d'achat peut varier, la revente, le marché. Donc, il y a ces variables qui peuvent changer, mais en gros, si on se garde un peu de gêne, on peut savoir si ça peut fonctionner ou pas. Avez-vous déjà eu une demande de prêt un peu farfelue que là, tu te dis, aïe, je peux pas croire que quelqu'un cogne à ma porte. Même pas. C'est même pas ça, mais tu sais, tu dis, je peux pas croire que quelqu'un cogne à ma porte pour me demander
un prêt privé là-dessus? C'est-tu déjà arrivé, un projet ça arrive quelconque? souvent. Hein. Des fois, souvent, ça arrive quand on va visiter une propriété. Des fois, on va visiter une propriété, puis on rentre là-dedans et on est... on s'attendait pas à ça, tu sais. Alors, des fois, il y a ça. Mais genre, c'était quoi la propriété? Écoute, c'est ça, c'est... Comment je vais être poli, right? Ouais. Alors, il y a des gens, ils vivent d'une certaine manière. Alors, des fois, on va trouver des choses dedans que on s'attendait pas. Ouais, je suis curieux des détails. Voilà. On nous a dit qu'on allait faire le ménage, mais vraisemblablement pas. Tu sais, alors, il peut y avoir des situations loufoques comme ça, mais on ne juge pas, bien sûr, l'intérieur de la propriété, on juge le projet. OK. OK. Alors, tu sais, comme il disait Mais David, au-delà, mettons, de l'immobilier, là, Ouais. puis est-ce que vous avez déjà les eu genres comme de prêts. ben, tu sais, quelqu'un qui est venu à vous pour financer quelque chose, peu importe ce que c'est, ou est-ce que vous êtes déjà dit comme, oh mon Dieu, ça n'a aucun sens d'approcher quelqu'un qu'on connaît pas nécessairement pour financer quelque chose comme ça? Y a-t-il des situations vraiment qui ont sorti de l'ordinaire parce que vous disiez, voyons donc, ça n'a aucun sens, à quoi est-ce que vous pensiez? Je suis un gars, malheureusement, j'ai une mémoire très courte. Alors, tu sais, des fois... David, je suis sûre que t'as une histoire. Non, moi, ce qui me vient en tête, c'est que souvent, il y a des gens, ils viennent, ils nous demandent de faire des prêts, mais ils veulent pas nous dire pourquoi. Oh. C'est comme, OK. Fait que passe-moi, mettons, 100 000 Ouais, piastres, mais tu sauras pas pourquoi. Ouais. Ça va pour... Je fais pourquoi? Il me fait, ben, ça te regarde pas, j'ai de l'équité chez moi. Je fais, ben, OK, alors ça me regarde pas, alors passe la Ça peine. m'intéresse pas. Ça Oh m'intéresse my pas. God. ok. Mais quoi? Mais j'ai plein d'équité sur. Je prête pas sur une équité. L'équité, c'est ma garantie. Je Ouais. prête sur un projet. Ouais. Ouais. Je crois au projet ou pas. Oui, parce L'équité, que- c'est ma garantie. Je suis pas là pour. Je veux pas ton équité. Moi, je veux faire un prêt, que ton projet il marche, que tout le monde soit content, tout le monde fait de l'argent, puis on passe au prochain projet. L'équité, c'est une garantie. C'est ça. Puis, tu sais, d'aller chercher aller chercher l'équité à terme, si jamais vous avez besoin d'aller la chercher, c'est pas quelque chose qui est évident, là. Ah. Tu sais, vous d'exercer votre droit, c'est comme, disons que quelqu'un veut aller se faire financer par un prêteur privé, donne de l'équité sur une bâtisse XYZ. Ben, corrigez-moi si je me trompe, là, peut-être que vous allez m'éduquer à ce niveau-là, mais si vous voulez aller chercher votre équité, c'est à la revente de la bâtisse. Ouais, en général, c'est ça. Écoute, c'est pas ça. C'est que en tant que prêteur hypothécaire, tu as des lois qui te protègent Ouais. ou qui sont mises en place pour aller récupérer tes fonds s'il y a eu un manque de communication, peu importe, si Ouais. la personne n'arrive plus à payer, Ouais. puis là, elle se dit, tu sais, ça arrive rarement, pour être honnête avec toi, avec nous, à cause qu'on fait la souscription comme il faut. Ouais. Tu sais, mais ça arrive, tu sais. Et souvent, tu sais, si on parle d'un flipper, OK? Parce que flipper, c'est beaucoup de notre clientèle, ça se peut que, tu sais, il nous a dit, je vais faire ça, ça, ça. Mais rendu durant son projet, il a viré de bord, il a rajouté ça, il a oublié de nous dire ça. Puis là, il manque du cash flow. Tu sais, il manque du cash flow. C'est pas une mauvaise personne. Mhm. Ses intentions étaient Ouais. correctes. Exact. Notre analyse était OK, mais il manque du cash flow. Je peux plus te payer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, vends la maison. Tu sais? Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, mettons, cas typique de quelqu'un qui flippe une maison. La personne vous approche, vous prenez des garanties, notamment une hypothèque sur la bâtisse. C'est ça la garantie. Donc, là, c'est l'hypothèque. Ouais. Évidemment, pour aller exercer votre droit, si jamais quelque chose se passe mal, Ouais. ben, vous devez exercer votre droit au niveau de l'hypothèque, mais c'est à la vente de la bâtisse que vous pouvez exercer ce droit-là. Alors, il y a. Mais il y a plusieurs façons pour aller récupérer ça. C'est sûr, ça reste c'est des procédures légales et ça se finit soit. Alors, généralement, s'il y a beaucoup d'équité dans le projet, on va se faire refinancer par un autre prêteur. Parce Ok. que nous, on est des souscripteurs très conservateurs. On va. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ah, j'achète une bâtisse à 500 000, mais elle vaut 800 000. Elle me fait, pourquoi elle vaut 800 000? Ah, parce que si, parce que ça. Je fais, la loi du marché, c'est que ça vaut ce que tu payes. Donc, tu l'as payé à 500, ça vaut 500. Le gars, il t'a pas offert 300 000. Il me dit même pas. Donc, je vais faire ma souscription basée sur 500. Oui, elle va valoir 800 quand tu auras mis 100 000 $ de travaux là-dedans. Puis, mais là, c'est dans 6 mois, dans 4 mois, si tu respectes ton plan. Une fois que tu es rendu là, donc nous, généralement, soit on va se faire. Nous, on a une statistique, on est très fiers, c'est qu'en 10 ans, on a eu 3 cas
de délinquance où on a dû aller aux tribunaux. OK. Donc ça c'est notre fierté. Donc ça nous dit qu'on fait une bonne job de souscription. Oui, on fait pas tous les deals, on veut pas faire tous les deals. On veut faire encore une fois les deals, on est partenaire avec nos clients et que ça soit gagnant à la fin. Une question aussi, parce que là, souvent, on parle des risques de qu'est-ce qui est un peu négatif par rapport à ça. Donc, on est très sur nos gardes quand on parle du prêt privé. Mais pouvez-vous nous parler d'un success story, donc un de vos clients, où est-ce que ça a vraiment bien marché, vraiment bien fonctionné, puis tu sais qu'aujourd'hui, vous repensez à ce dossier-là. Moi, j'en ai un champion. J'en ai un bon champion pour toi. OK. Un bon champion. Okay. Un gars incroyable, OK? Il arrive au bureau, c'est un de nos premiers clients. Et il vient, il n'a pas de job, OK? Sa femme, elle est prof. Okay. Il a une petite maison à Laval. Puis, il avait investi de l'argent d'étrangers pour acheter une partie d'un dépanneur. Puis, il n'aimait pas ça. Là. Puis, là, il suivait les cours d'immobilier dans plusieurs de ces cours-là de coaching. Et il voulait se lancer dans les flips. Et il avait un peu d'argent. Et je regardais la personnalité du client et puis on a décidé, on voit que le caractère est bon, il a la tête à la bonne place, on y va. On fait un flip, 2 flips, 3 flips, 4 flips. Il fait une douzaine de flips. Après, il commence à se lancer dans l'immobilier. Là, il veut acheter un multilogement. Il veut construire un parc. En même temps, il continue à faire ses flips pour rouler. Ça grossit. Là, le gars, il a des centaines de portes. Et puis, et au départ, vous étiez là pour l'aider. Exact. Pour son premier flip. Exact. Tu sais, on parle dans un spec de 6-7 ans. Wow. 6-7 ans. Quelqu'un qui met les actif. poids à la roue. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était Il en a fait son travaillant. métier, il était travaillant, tous les jours sur le chantier. Exact. C'était sa job. Il s'est investi à 100%. Yes. Souvent, c'est ça la clé. Yes. Ben, ouais, c'est sûr. Ton résultat, il va être là où tu mets tes efforts. On a plusieurs cas comme ça Oui. où ils démarrent avec des projets, des petits projets, où ils sont partenaires dans des projets. Puis ensuite, il y a un projet qui réussit. Puis après ça, il dit, OK, ben là, je vais me lancer tout seul. Puis ensuite, une fois que je me lance tout seul, ben, je vais faire une autre acquisition. Tu sais, si tu vois s'ils ont la tête à la bonne place et ils font les choses comme il faut, il n'y a pas de secret. Tu sais, le secret, c'est le travail et s'entourer de bonnes personnes. Si tu travailles et tu t'entoures de bonnes personnes, c'est une question de temps. Clé, hein? C'est une question de temps. Ouais. Je pense que ça, c'était un de vos sujets d'un des podcasts avec Marc, André et toi. Oui, c'est revenu au podcast précédent. Je te dirais que la clé de s'entourer des bonnes personnes revient quasiment dans tous les podcasts. D'essayer d'arrêter de tout le temps vouloir faire toute seule. On ne peut pas être bon partout, effectivement. malheureusement. D'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Tous les chapeaux. Puis les entrepreneurs, c'est le même principe, c'est d'avoir son bon cercle d'entrepreneurs ou de sous-traitants avec qui on travaille, ceux qui vont nous accompagner dans les flips, dans les optimisations, tout ça. C'est souvent ça la clé du succès parce qu'on peut compter sur eux. Puis quand on fait nos échéanciers, je reviens à la porte de sortie. Si on veut bien respecter l'échéancier, il faut qu'on ait des personnes qui sont fiables, qui sont capables de nous aider dans nos projets. Là. Exact. Pour revenir sur j'aimerais vous donner des cas, par exemple, qu'on a vécu où c'est des gens de la construction qui ont fait des flips et ça n'a pas fonctionné. Il y a eu 2 raisons. Un des clients, il était nouveau dans le domaine, il travaillait dans la construction, il avait son boss pendant longtemps, puis là, il a eu un peu d'équité dans sa maison, un peu de cash. Il s'est dit, il fallait me lancer et faire un flip. On a analysé son flip, tout fonctionnait super bien, les chiffres et tout, ça marchait. Il fallait juste qu'il livre le projet. Il manque d'expérience. Il a commencé à flipper la maison comme si c'est lui qui allait habiter dedans. Oh. Et les comptes n'ont pas arrêté d'augmenter. Puis à la fin, il est arrivé, c'est comme manque de liquidité. Il a dû prendre un autre prêteur privé en arrière, encore moins de liquidité. Puis là, il s'est fait vendre par son agent immobilier que la maison, c'est le château de Montmirail, là. Mais finalement, ça ne l'est pas. Alors, il a perdu ses culottes là-dessus comme ça. On va dire, mettons, Château Frontenac. Château Frontenac pour juste parce que là, je comprenais pas vraiment la référence en ce moment. C'est bon. Ouais, je m'excuse pour ça, des fois. Non, c'est correct. Je trouvais juste ça drôle. Alors, c'était ça, ou sinon, on a eu un autre gars, un flipper, il fonctionnait super bien.
Mais il était rendu à rouler 3-4 flips en même temps. Bon, là, il s'est arrivé. Le contrôle. Puis... Il a perdu le contrôle parce qu'il a perdu le contrôle dans sa vie personnelle. Ça a perdu le contrôle dans sa vie professionnelle. Okay. Donc, il était très investi, qu'il n'avait plus de temps pour sa famille, j'imagine. Puis, c'est parti au clash. Puis, les projets aussi. C'est arrivé comme à un moment où les taux d'intérêt ont monté substantiellement il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu l'inflation, ils ont augmenté les taux. Ouais, exact. Puis là, 2022. Oui, en 2022. Alors, tu sais, un flippeux, comme dit David, c'est souvent ça roule, right? Un investisseur, même pas un flippeux, un investisseur, il roule l'argent, il a des deadlines, il faut respecter ses échéanciers, etc., pour qu'il puisse subvenir aux besoins qu'il veut. Alors, quand les taux ont augmenté, ce qui est arrivé, c'est que ça a gelé le marché. Ouais. Alors, plusieurs flippeux qui avaient des maisons à vendre, ils sont restés les bras croisés sans vendre les maisons. Tu sais, puis il y a un certain profit que tu veux respecter. Alors là, tu fais quoi? Là, tu te retrouves avec quelques douzaines de clients qui ont des projets qui sont finis, qui ne sont pas vendus. Ils se sont déjà enclenchés sur d'autres. Alors, les coûts commencent à augmenter, ça commence à stresser. Ouais, puis là, l'intérêt continue à se cumuler. Là, parce que, il faut toujours payer ton hypothèque. Parce qu'à la porte de sortie, comme on parlait tantôt, c'est c'est la à la vente. Puis là, ça ne vend pas. Alors, on fait quoi? Ça se retarde, les intérêts continuent. Là. Alors, il y a eu... Alors, notre souscription, à cause que c'est des clients qui sont bien nantis, ils ont du bon crédit, ils ont des réserves, on s'assure de faire ces choses-là. Il y en a qui ont décidé, moi, je ne veux pas vendre à rabais, je vais refinancer avec une banque, je vais louer la maison, quand le marché va reprendre, je vais la revendre. Exact. Il y en a beaucoup qui ont fait Ils ça. changent leur stratégie. Donc, ils sont capables de virer de bord sans couler, tu sais, et on fait ça dans notre analyse. Tu sais. Et souvent, on va aussi... il parlait de nouveaux David. Les flippers, il y a une tonne que c'est des nouveaux. Les gars, dans l'optimisation, il y a une tonne que c'est des nouveaux. Alors, notre apport va les aider, si tu veux, on est un peu comme un outil dans leur caisse à outils. C'est pas juste un prêteur qui va te donner de l'argent. Il y aura un gros input en arrière sur que ton projet soit réalisable. Tu sais, c'est aussi important pour nous que son projet réalise que pour lui. Tu sais, là, si je rentre un peu dans le prêt privé vite, tu sais, à quoi est-ce que les personnes peuvent s'attendre en termes de prêt privé au niveau des taux d'intérêt? Je sais que vous l'avez mentionné tantôt, là, 10 à 12 tu sais, ça ressemble à quoi un prêt privé au niveau des conditions, des frais de dossier, pour guider un peu là, les personnes qui veulent peut-être éventuellement avoir recours à ça, à quoi ils peuvent s'attendre. Puis aussi, qu'est-ce qu'ils doivent fournir comme information? Excuse-moi, je vais recommencer. Qu'est-ce qu'ils doivent fournir comme information? Qu'est-ce que vous allez regarder pour vraiment qu'ils sachent à quoi s'attendre si jamais éventuellement là, ils décident d'ouvrir un dossier quelconque avec un prêteur privé? Alors, ça dépend toujours du dossier, right? On s'entend parce qu'il y a certains dossiers qui requièrent plus de travail que d'autres. Par exemple, un projet qu'on doit suivre le chantier. Mettons, des fois, ça nous arrive, on va rentrer en prêt privé sur un chantier qui est déjà commencé. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plus de travail. On doit s'assurer que tous ceux qui ont travaillé avant, ils ont été payés et qu'il y a personne qui va venir. Le niveau d'endettement, c'est le niveau d'endettement réel puis qu'il n'y a pas plein de factures ou de paiements qui s'en viennent. Exact. Et quand les travaux ne sont pas terminés, ça veut dire qu'il y a d'autres travaux à faire. Donc, ces autres travaux-là, nous, généralement, on doit les suivre. On les suit dans le sens que, OK, là, tu vas embaucher tel corps de métier. Une fois que ce job est fini, tu vas nous envoyer la facture, le notaire il va le payer, on va aller faire une visite avant de faire le paiement. Donc, tu vois, ça demande plus de travail pour ce type de projet. Un autre projet, ça va être plus simple. OK, c'est facile. On a la propriété, tu as mis 30% de mise de fonds, puis là, tu nous donnes ton projet, tu vas mettre 100 000 de réno, puis tu vas le revendre X montant, on fait nos compas. Très bien. Donc, ça va nous demander moins de travail en aval sur le projet. Mais généralement, ça tourne entre 10 et 12% pour le taux d'intérêt. Et les frais de dossier, ça tourne autour de 2%. S'il y a du risque, s'il y a plus de risque, ça va augmenter. Si ça dépasse 14-15%, c'est que c'est trop risqué, on ne le fait pas. OK, mais moi, ma question, dans le fond, c'est à savoir,
c'est quoi qui fait varier le taux d'intérêt et c'est quoi qui fait varier les frais d'ouverture de dossier? Parce que là, tu parlais comme quoi il y en a qui nécessitent plus de travail, donc plus d'analyse et tout. Est-ce que ça influence autant le taux d'intérêt que le frais de dossier? Ou le frais de dossier, c'est basé sur les travaux que vous devez faire et le taux d'intérêt, c'est basé sur le risque du projet? Alors, tu l'as très bien défini. C'est exactement comme ça. Pas pire. Le taux d'intérêt, c'est pour le risque. Le frais de dossier, c'est pour le travail du dossier. Parfait. Plus il nécessite de travail, plus il y a de frais. Fait que le frais de dossier, c'est pour votre temps, tandis que le taux d'intérêt, c'est pour le risque. Exact. Fait que quelqu'un peut se baser un peu là-dessus, au moins pour avoir une bonne idée quand il embarque dans un projet, comme est-ce que c'est un projet risqué, oui ou non? Est-ce que ça nécessite beaucoup de travail de mes prêteurs, oui ou non? Puis ça va leur donner un peu un guideline à ce niveau-là. Exactement. Pour te simplifier aussi un petit peu, c'est la mise de fonds, elle peut être considérée un facteur qui baisse le risque. Qui baisse le risque ou qui monte le risque. Tu sais, quelqu'un qui met 40% d'armes dans une propriété, en s'entend, c'est moins risqué que quelqu'un qui met 20% d'eux. Exact. Alors, juste sur ça peut jouer. OK. Sauf qu'on s'entend qu'un entrepreneur, il va vouloir mettre le minimum possible pour pouvoir avancer dans son projet et faire plusieurs projets en même temps. Mais encore une fois, quand on met ça dans l'équation comme un coût dans le projet, qui va durer 6... Nous, la moyenne de nos prêts, c'est entre 6 et 9 mois. OK. Pour ce qui est des flips. Les optimisations, ça tourne entre 12 et 18 mois. OK. Donc, ça leur donne une idée. Donc, tu calcules là, c'est ton coût. Si ton projet il est à 50 000 ou 30, ou 10 000 de prêt, là, c'est que c'est très risqué parce qu'on sait la construction. Encore la construction, c'est plus simple que les flips. Ouais. La rénovation, si tu refais pas tout, c'est sûr que tu vas tomber sur des surprises. Ouais. Alors, il faut que tu aies le cash flow et la liquidité pour pouvoir le faire. OK. Puis, tu sais, là, c'est très, très, très subjectif ce que je vais vous poser comme question, mais dans les projets qui vous ont été amenés, puis dans lesquels vous avez embarqué, c'est quel type de projet que vous trouvez que les personnes y ont le plus trouvé leur compte? Fait que, tu sais, que le projet a été le plus rentable ou le plus facile, ou tu sais, si vous aviez à vous mettre dans la peau de votre client, quel genre de projet est-ce que vous voudriez faire avec l'expérience que vous avez là, dans les prêts, dans vos projets que vous avez financés? Faut faire ce qu'ils aiment, d'abord. Si tu fais ce que tu aimes, en général, tu vas performer. Ça, c'est numéro 1. Tu vas... C'est quelqu'un qui est pas à l'aise à faire des flips, dealer avec des sous-traitants et faire son design et tout ça. C'est quelqu'un qui est pas habile avec ces choses-là. Il va pas mettre son cœur là-dedans. Il risque de pas faire le mieux possible, tu vois. Okay. Alors, et souvent ces flips-là, c'est une combinaison de personnes. C'est une combinaison de personnalités. Tu sais, tu as le côté Renault, boots on the ground, pratico-pratique, puis tu as souvent une autre personne qui est comme plus créative, qui trouve le deal, etc. Il y a souvent un bon mariage comme ça. Ça nous rappelle des mix de personnalités dans certains projets. Et puis, quand on parle de l'optimisation de multilogement, là, c'est plus cartésien. Tu sais, c'est des chiffres et c'est souvent... tu n'es pas là pour rénover souvent un appart pour y habiter. C'est ça fonctionnel. Ça dépend du type de locataire que tu as. C'est beaucoup plus ingénieur cartésien dans ce sens-là. Alors, ce qui va faire que un va être plus que l'autre, souvent, c'est ton prix d'acquisition. Un prix d'acquisition va déterminer beaucoup le profit que tu vas faire à la fin. Tu sais? Alors, le prix d'acquisition, gérer tes coûts comme il faut, gérer tes échéanciers, gérer tes ports de sortie et le gros point d'interrogation, le marché, ce qui va être en ta faveur ou pas. Tu sais, on a vécu des moments quand il y a quelques années où il y avait la surenchère, tu sais, des projets qui n'étaient même pas tellement super, mais à cause qu'il y a tellement un manque d'inventaire sur le marché, fait que ça explose ton profit. Tandis que quand il y a une situation, un marché qui est beaucoup plus en équilibre comme maintenant, tu dois te démarquer pour aller chercher ton profit, tu sais. Mais tu sais, je vais poser peut-être ma question un peu différemment parce que je comprends la réponse, mais si vous aviez embarqué dans un projet aujourd'hui, avec votre expérience,
vers quel type de projet est-ce que vous seriez plus intéressé à investir? Est-ce que c'est des flips? Est-ce que c'est de l'optimisation? C'est de l'optimisation de bâtisses avec un peu de portes, avec beaucoup de portes? Est-ce que c'est de la construction neuve? Les deux sont bons. Les deux sont bons. Tu sais, quand tu fais un flip, tu fais du capital rapide. Right? Tu fais du capital rapide. Tu investis, il y a un X nombre de temps, tu fais un rendement. Il y a aussi le côté imposition, c'est du gain en capital. Il y a ce côté imposition qui est très important. Capital, ça dépend de question. Alors, est-ce que tu veux faire de l'argent rapide? Est-ce que tu veux en faire quelques fois pour ensuite démarrer un parc? On a souvent ça aussi, des gens qui veulent faire des flips, créer du capital pour ensuite investir là-dedans. Puis dans l'autre côté, dans le long terme, tu sais, c'est ça le mot, c'est du long terme. Tu sais, quand tu optimises une bâtisse, tu vas avoir les fruits de ça dans plusieurs années. Quand tu vas refinancer plus tard, quand tu vas le vendre plus tard. Au début, c'est... Il n'y a pas un projet, un ou l'autre, les deux, que vous aimez embarquer, vous n'avez pas de préférence dans un ou l'autre, les deux vous conviennent. En termes de financement? Oui. On ferait les deux. Oui, nous, ce qui importe, c'est l'entrepreneur qui va faire son projet. Okay. C'est vrai que vous n'avez pas de préférence, vous, à choisir pour un projet. Les deux sont bons. Les deux sont bons. Ouais. Généralement, ces promoteurs, ils sont dans des stades différents de leur vie. C'est quand ils démarrent, quand ils démarrent avec des flips, c'est plus accessible de faire un flip que d'optimiser un multilogement. Ouais, ça nécessite moins d'argent, moins de capital aussi. Là, ça nécessite moins une maison, à moins de flipper un palace. Là. C'est ça. C'est pas la même chose que d'acheter un 16-plex. Exactement. Voyez-vous une baisse au niveau des flips? Moi, je vois une baisse au niveau des flips, encore. Parce qu'on en entend moins parler aussi, même avec les écoles de formation immobilier, on entend beaucoup c'est moins cyclique. parler. Là. C'est cyclique. Tu sais, là, on est dans un marché équilibré, donc quand il y avait un marché où il manquait de l'inventaire, c'était tellement plus contingenté parce que il n'y en avait pas. Et il en faut. Et dès que tu attrapes quelque chose, tu sais que tu peux le revendre plus. Alors, ça fait que, dans le fond, dans le temps de la COVID, où est-ce que les prix ont beaucoup augmenté, où est-ce qu'il y avait énormément de demandes, des surenchères, quelqu'un qui voulait faire des flips, c'était pas évident. Puis après ça s'est traduit par la hausse des taux d'intérêt sur le marché. Alors, excuse-moi, je pense que j'ai mal compris. Je pense que c'était l'inverse. Quand les prix, ils n'arrêtaient pas d'augmenter, tout le monde veut faire des flips. Exact. Parce que même s'ils se trompent, le marché, il va le rattraper. Ah, tu vois, moi, ma compréhension, c'est que dans ce moment-là, c'était tellement difficile d'acquérir une propriété pour faire un flip. C'était difficile. Que le monde a un peu délaissé le flip. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que là, l'opportunité était là. Fait que là, il s'arrangeait pour trouver des opportunités. Puis il savait qu'il était capable de revendre à un haut prix. Maintenant, c'est le marché qui limite un peu ce créneau-là. Pourquoi? Parce que notre revente, elle est plus sécurisée. Pendant le Covid, c'est n'importe quoi, tu vas le vendre. Ouais. Fait que les gars, ils se lançaient là-dedans, pas de problème. Tu dis, on a fait des gars, ils ont pété leur budget de 50-60 000 $. Le marché leur a sauvé la peau. Ouais. Il a réussi à vendre plus cher que ce qu'il pensait, ça a rattrapé son erreur. Ouais. Donc c'était facile. Maintenant, le marché immobilier est beaucoup plus équilibré. Donc tu te trompes, tu manges tes culottes. Je comprends. C'est ça. Là, on voit la qualité c'est un peu plus risqué. Ouais. C'est ça la différence. C'est pas, il y en a qui disent, c'est un effet de mode, le flip. Non, le flip, c'est pas un effet de mode. Il y a un parc immobilier à renouveler. La demande. Mais on a un parc immobilier à renouveler. Les gens qui vont à la retraite, qui sortent de leur maison, qu'ils n'ont pas rénové depuis 30 ans, les nouvelles générations, ils veulent pas rentrer dedans. Je comprends. Ils peuvent pas rentrer dans une cuisine qui date de 1980. Ils doivent la refaire. Alors, tu as ceux qui sont manuels, qui vont le faire eux-mêmes, petit à petit, avec de l'aide de la famille ou quoi. Mais sinon, tu vas avoir des gens, non, moi, je veux rentrer dans une maison déjà toute faite. Alors là, ça prend un flipper qui va prendre cette propriété, la remettre en 2025 et la revendre par après. Ouais. Donc, c'est pas un effet de mode. C'est vraiment et surtout quand on est dans une période où on manque de logement. Alors, non seulement il faut construire, mais il faut aussi rénover le parc qu'on a d'existant. Le problème, c'est ça. C'est avec un marché équilibré et des coûts de construction qui n'arrêtent pas d'augmenter. Si le gars, une petite erreur, ça peut être fatal. Dans une émission précédente, on a reçu un autre invité, puis il disait, oui, la crise du logement, mais la crise du logement pour les logements qui sont, exemple, les loyers sont en bas de 1500, 1200. Ceux qui ont bâti des logements neufs, qui l'ont
tournent autour du 1500, 2000, 2500, eux autres sont plus vite parce que les gens de salaire moyen sont pas capables de payer. C'est leur salaire par mois net, là. Fait que peut-être, je pense pour ça aussi, peut-être que le flip un peu... Là, c'est ça, un flippeux de carrière, c'est un flippeux. Exact. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, c'est pas comme une mode. C'est pas comme si il est allé... Il suit pas les modes. Il s'est pas dit, oh, je fais un flip, là, j'arrive pas à trouver, puis là, la mode, c'est la location à court terme. Ou là, c'est quelque chose d'autre, les chalets locatifs, whatever. Un flippeux, c'est un bon flippeux. Il va savoir c'est quoi sa porte de sortie, sa vente. OK, je sais que j'ai ce prix-là. Si je fais X, Y, Z, il est capable de bien enligner ses corps de métier pour être efficace. Pour être efficace avec son temps. Exact. Il a ses bons contacts. C'est une question déjà. de temps, les flips. Alors, exactement. C'est tout le temps ça. Et généralement, ils ont une bonne équipe, ils leur font un bon agent immobilier, quelqu'un dans le design, et eux, ils sont sur le terrain. Eux, ils sont là, eux, ils sont actifs. Eux, ils sont actifs. Et puis, ils sont rendus tellement actifs qu'ils vont même... si on veut, des spread their wings, ils écartent leurs ailes, ou je sais pas comment... Ils ouvrent leurs ailes. Ils ouvrent leur spectre de flip. Là, ils vont dans des choses plus grosses. Ils vont aller regarder des maisons plus dispendieuses. On parle dans les millions de dollars. Et là, ils vont faire des gros travaux et des gros aménagements. Et là, ils vont revendre et faire des énormes profits. Des énormes profits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de marché bon, pas bon pour des grosses maisons de luxe. Là, c'est une autre sphère d'activité. On regardait souvent les flippeux au départ par la première maison, la première acquisition, parce que c'est la chose la plus facile à revendre. C'est une maison d'entrée, ta première maison rénovée. Okay? Les jeunes, ils ne veulent pas se casser la tête. Ils veulent du clé en main. Ils veulent du clé en main. Ils veulent du clé en main. Alors, il n'y a pas plus facile que vendre une première maison clé en main. Il n'y a pas plus facile que ça. Ton prix va refléter le marché. That's it. Qu'il soit là-haut, soit à la baisse. Mais ensuite, il y a ceux qui sont ça de carrière et ils vont, à part faire des dossiers comme ça, ils vont faire des plus gros dossiers aussi. Au niveau de ces 3 dossiers-là, là, où est-ce que vous êtes allé devant les tribunaux, tu sais, Attends, je me souviens même plus. Statistiquement. Ah oui, OK, excuse-moi, j'ai comme perdu le fil. Là. Okay. Donc, au niveau de ces 3 dossiers-là, où est-ce que vous êtes allé devant les tribunaux, statistiquement, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça ressemble à quoi, dans le fond, la proportion de prêts privés que, justement, là, peuvent se trouver devant les tribunaux? La proportion, elle est corrélative vraiment à la souscription. OK? Alors, si, comme il expliquait David au départ, si ma souscription, elle s'arrête à... C'est quoi l'équité qu'il y a dans ma bâtisse que je finance? Si je finance une bâtisse qui vaut 500 000, je juge qu'elle vaut 500 000, mais mon prêt, il est de 300 000, alors, je suis à 65% de la valeur, je devrais être correct, right? Si tu te limites juste à ça. Mais si tu ne regardes pas ta porte de sortie, la job qu'il fait, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent, comment il va te rembourser, si tu ne regardes pas toutes ces choses-là, alors là, tu rentres dans la catégorie de prêt où tu fais du sauvetage. Tu vois, c'est pas vraiment du partenariat avec le client pour mener à bon terme un projet. C'est juste, je te prête parce qu'il y a de l'équité sur ta maison. La statistique, en général, c'est tu auras 50% des dossiers, il n'y aura pas de problème. Ça va se payer. Il y aura un autre 45% où ça va être délinquant. Ça veut dire c'est dans des cas de sauvetage. Ça, c'est dans des cas... de façon générale. Ça, c'est dans des cas où la porte de sortie, elle n'est pas bien établie du départ, OK? Et que c'est le client qui est plus à risque d'être défaillant que le projet qui est à risque d'être défaillant. Okay. Tu vois? Il a un avis de 60 jours, il a un mauvais crédit, il n'a pas payé ses impôts, il n'a pas payé ses dettes, X, Y, Z. Donc, c'est le client qui est plus à risque d'être défaillant, pas la propriété où... Il y a de la pyrite, il y a un problème de fondation, on doit changer X, Y, Z. Alors, dans ces cas-là, si tu t'arrêtes seulement à ta souscription qui soit liquidée sur ta bâtisse, la moitié des dossiers à peu près ils vont être corrects, il n'y aura pas de problème. Je dirais, il y aura un autre 45% qui va être défaillant. Quand je dis défaillant, ça veut dire il y a des paiements qui sautent, il y a des assurances qui ne sont pas bien payées, il faut s'occuper... Il y a beaucoup plus de gestion pour la délinquance du client. Est-ce que personnellement, ce 45%-là ou 40%-là, vous empêche de dormir des fois la nuit? Alors ça, c'est dans le marché. Ça, mais dans le marché, nous, on n'est pas là. Nous, on évite ça. Nous, on évite ça.
OK. Oui, on évite ça. Alors, et un autre 5% qui, finalement, ça va devant les tribunaux. 5%, c'est beaucoup. Comme, Ben, c'est ça, si tu parce parles que, au niveau de la disons, banque, si t'en avais eu 3, Ah, 5%. Nous, on est moins. On est moins de- que 1%. C'est, on Moins s'entend, que c'est 1%. 60. C'est 60 dossiers pour. 5%, ouais. 5% de 60 dossiers, c'est 3. Vous, 3, c'est sur. 10 ans. C'est sur 10 ans. Donc, des avec, centaines de dossiers. On est à moins qu'un pour- que 1%. Ben, c'est ça, clairement. On est On est là. à moins que 1% sur le côté légal. Mhm. Parce que tu parlais d'aller devant les tribunaux. Ça ne va pas tout le temps devant les tribunaux. Des fois, on Non, fait des effectivement. actions légales pour aller chercher les fonds, mais ça va va pas pas tout le aller temps devant devant les le tribunaux. tribunal. Je comprends. Non, il peut y avoir une vente, il peut y avoir une autre. Comme il expliquait, il peut y avoir un autre prêteur qui vient le sauver à lui. Tu sais? Ouais. Ils disent, ben là, eux, ils t'ont prêté 300 000 sur 500 000, tu n'es pas capable de le payer, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te donner 400, puis je vais te rembourser ton prêteur. Puis moi, je vais être ton prêteur maintenant. Je comprends. Ok. Cool. Alors, Si t'aimes ce que t'entends, abonne-toi à La Belle et la Bête de la construction sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Amazon Music. Chaque semaine, on te présente des histoires vécues par du vrai monde et des conseils pour avancer dans ta démarche de lancement d'entreprise. Et si c'est déjà fait, envoie l'épisode à un ami qui est sur le même parcours que toi. Donc là, Kathleen, maintenant, on va faire le segment Dans tes bottes à cap. Donc, c'est un segment un peu plus léger avec une question qui va vous faire sortir un peu là, de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Donc, la question que j'aurais à vous poser, c'est si on pouvait retourner dans le temps et on pouvait vous donner un conseil à ce moment-là, c'est quoi le conseil que vous auriez aimé recevoir? quand tu dis remonter dans le temps, dans ma carrière, Dans ta carrière, dans ta vie, peu importe. Ta vie Ouais. personnelle, peu importe. réseautage, créer des réseaux, aller dans des soirées. C'est-à-dire, quand tu commences ta carrière, tu cherches de la business, tu cherches à créer de la clientèle. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que tu satures ton temps avec des dossiers et tu arrêtes de réseauter, d'aller te montrer à l'extérieur, rencontrer des gens, comment ils réfléchissent. Tu sais, c'est magique le pouvoir du réseau. Puis dès que tu mets un peu de temps là-dedans, les fruits sont... C'est inouï ce que tu peux récolter comme fruits. Alors, il faut pas perdre, peu importe le succès, il faut continuer à réseauter. Il faut continuer à réseauter tout le temps. Ça t'amène des idées fraîches. Ça te garde sur le beat. Et puis c'est fun. C'est fun de rencontrer Puis du monde. C'est beau ce que tu dis parce que Tiens. quand on est plus jeune, mettons qu'on va à l'école ou que tu étudies, nécessairement, c'est pas quelque chose qui t'incite à faire le réseautage. C'est comme focusser sur la carrière que tu vas faire, mais de réseauter, c'est pas quelque chose. On en entend plus, mettons, justement, dans les podcasts ou Ouais. quand on va dans des soirées maintenant que le réseautage est super important, mais moi aussi, si je recule à quand j'étais jeune, Ouais, puis tu sais, jamais on me dit que c'était important de faire du réseautage. effectivement, puis tu sais, moi, je regarde un peu le feedback qu'on a. Tu sais, on fait un tournoi de golf Ouais. à toutes les années. Puis, tu sais, des fois, les entrepreneurs ils ont l'impression que, tu sais, faire ce genre d'événement-là, ça donne rien. Mais moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent que systématiquement, à chaque événement, donc chaque tournoi de golf, par exemple, où est-ce qu'ils vont, ou chaque événement, sont toujours capables d'aller chercher au moins une job. Fait que c'est niaiseux, mais... Un job ou un partenaire. Un ou- partenaire. Ouais, mais tu sais, moi, mettons, le feedback que j'ai, là, c'est que ça découle toujours en Exact. job directement. Fait que de participer à des événements comme ça, t'élargis ton groupe, t'élargis ton réseau là, de contacts, puis tu vas chercher en plus de la job de plus. Fait que Le prêt privé, c'est- c'est un service. La construction, c'est un service. Exact. Quand tu offres un service, les gens ils doivent savoir que tu existes. faut qu'ils pensent à toi, faut Ça que tu va, saches dis bon, que tu existes. si personne Exactement. sait que t'es bon, Exact. ça sert à rien. Effectivement. Exact. Cool. Kathleen, toi? De mon côté, moi, je vais y aller un peu aussi, qui va toucher les personnes de la construction. Au niveau, quand j'étais jeune, de mon côté, l'école, c'était pas ma force. On va se le dire, là. Je suis très extrovertie. J'ai pas de gêne à parler devant le monde, j'avais pas de problème à faire des oraux, mais les notes étaient pas là. De me concentrer à l'école, c'était plus difficile. Et les gars de la construction, c'est un peu ça aussi. Je veux pas généraliser non plus, mais il y a beaucoup de personnes qui nous appellent en disant « Ça prend-tu mon secondaire à 5? Je suis obligée d'être allée au cégep, je suis obligée d'être allée à l'université. » Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise « Écoute, t'es pas bonne, c'est peut-être pas ta matière forte de ce côté-là, mais c'est sûr que tu es capable de réussir plus tard. » Puis on le voit aujourd'hui avec des entrepreneurs qui nécessairement n'avaient pas la scolarité,
mais qu'aujourd'hui sont devenus des grands entrepreneurs, des grands bâtisseurs, puis ont réussi malgré le fait qu'il n'y avait pas le bac en arrière de recyclage pour l'aider. Mais pour rire, là, mais en fait, c'est de ce côté-là. Fait que, tu sais, des fois, quand t'as ton enfant puis que tu vois qu'il y a une difficulté, mais peut-être le pousser vers vraiment ce qui est bon. Puis on le voit. Moi, j'ai des mamans maintenant qui m'appellent pour me dire, écoute, mon gars, là, il n'y a rien à faire. Il est pas bon à l'école, mais il est tout le temps en train de bisouner à quelque part. Puis j'aimerais ça pouvoir l'aider. J'aimerais ça pouvoir le partir. Il est-tu obligé d'avoir son secondaire 5? Ben non, madame, s'il est bon, on va lui faire suivre une formation. Il travaille déjà pour un entrepreneur dans la construction, il est déjà habitué dans la construction. Donc, on est capable de faire de quoi avec les personnes qui, nécessairement, n'ont pas cette facilité-là là, à l'école. Bien dit. Très bien dit. Tu veux pas savoir pour moi? Ben moi, je suis très curieuse de J'attendais la savoir, question. pourquoi. Non, moi, sincèrement, tu sais, moi, c'est un peu plus basé sur ma personnalité, mais je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif dans la vie. Je sais pas de quoi tu parles. Puis, quand j'ai pris des postes plus de direction, moi, dans ma carrière, j'ai toujours voulu tout faire par moi-même. Puis je réalise maintenant que j'ai eu beaucoup de misère à aller questionner ou demander de l'aide à des personnes ressources autour de moi. C'est pas nécessairement de déléguer, mais c'est de poser des questions, de lever la main comme quand j'avais besoin d'aide ou quand j'avais besoin de réfléchir, mais pas réfléchir tout seul dans mon bureau. Fait que moi, d'aller chercher, de poser des questions puis de me demander de l'aide, comme dans mon côté direction entrepreneur, c'est ça que je me dirais, disons, il y a 5-10 ans. Je dirais comme, quand t'es pas certain, arrête d'essayer de résoudre tous les problèmes tout seul, tout le temps, puis va chercher du monde autour de toi qui vont être capable de t'aider puis de te supporter. Va chercher un mentor. Va poser des questions à des investisseurs, des actionnaires qui sont impliqués dans le projet pour essayer de trouver la réponse puis pas de pédaler 10 fois trop fort pour rien. Ça, pour moi, ce serait mon conseil, mais c'est très, très, très calqué sur moi, Alex Bachan. Ouais, mais je pense que ça se reflète sur beaucoup d'entrepreneurs. tous les entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, ils ont ça. On a l'impression d'avoir le poids du monde sur nos épaules, alors qu'il y a du monde qui t'aiderait n'importe quand, puis qu'il y aura un retour du balancier un jour où est-ce que les autres vont venir vers toi pour te poser des questions puis leur donner de l'aide. Puis, tu sais, tout le monde va s'entraider là-dedans. Mais, tu sais, oui, les entrepreneurs, souvent, ils ont l'impression de devoir tout faire tout seul tout le temps, puis c'est pas le cas. Ça devrait pas être le cas. Il n'y a pas un entrepreneur que je connais pas qu'à un moment donné dans sa vie, il y a eu le déclic à dire « OK, là, wow, j'irai pas plus loin. » Si je continue seul. Exact. Parce que c'est difficile. C'est dur pour un entrepreneur comme vous ou comme Marc-André ou comme toi de dire, OK, faut que je délègue le bébé que j'ai entre les mains, une couple d'affaires. Ouais. C'est difficile. Fait que... Puis, tu sais quoi, en parlant de ça aussi, une autre chose que je me dirais, comme le conseil que je me donnerais, c'est accès. Excuse-moi, là. C'est juste un chat dans la gorge, inquiétez-vous pas. Je dirais comme accepte de déléguer et accepte que ce soit pas fait à ta manière tout le temps. Parce que ça, déléguer, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de, comme je disais, très compétitif, mais aussi très, très, très perfectionniste. Donc, de déléguer quelque chose, mais de recevoir le résultat qui soit pas exactement selon nos critères, nos standards, c'est correct. C'est un beau lâcher-prise. Oui, c'est correct, puis ça fait en sorte que tu donnes de l'importance ou tu donnes plus de pouvoir à quelqu'un d'autre, puis ça permet de peut-être plus jouer le rôle de mentor puis de coach à ce niveau-là pour les aider à avancer eux autres aussi. Et toi, de t'avancer. Et toi aussi de déléguer puis d'avoir une meilleure qualité de vie. Effectivement. Oui, tout à fait. David, dans ton cas? Moi, c'était dans la même lignée. Le conseil que je me serais donné, c'est va prendre des formations pour améliorer tes faiblesses. Et une de mes grosses faiblesses, c'était justement apprendre à déléguer, parce que je suis un peu comme toi aussi, il faut que ce soit fait parfaitement. Et c'est là où est-ce qu'elle est notre erreur, c'est qu'on doit apprendre à se contenter que si la job elle est faite à 80%, comme si on l'a refait, c'est suffisant. Ça nous sauve 80% de la job. Ça nous sauve 80% de la job. En plus, tu vas te focuser à faire des choses que tu aimes. Alors, c'est win-win partout. Tu fais que des choses que tu aimes.
Tu vas t'améliorer dans ce que tu aimes et tu apprends à déléguer. Les autres personnes aiment ce que toi tu n'aimes pas faire, elles vont le faire mieux que toi à la fin. Ouais. Et si tu délègues pas, encore comme tu dis, tu peux pas aller très loin, il y a 24 heures dans une journée. Tu dois dormir, manger, t'occuper de ta famille et travailler aussi, pas juste travailler. Effectivement. Donc, Cool. En conclusion, les gars, merci beaucoup de votre temps, de nous avoir démystifié tous les mythes qu'il y avait autour du prêt privé. Donc, on voit qu'on a 2 bonnes personnes devant nous, Pile Capital. En plus, vous êtes partenaire avec GSC. Donc, vous avez des services, des avantages que vous offrez aux membres GSC lorsqu'ils font affaire avec vous. Donc, un énorme merci d'avoir participé à notre podcast sur le prêt privé. Et merci, Alex. J'allais Merci, te dire, Kat. mais merci Merci. beaucoup pour toutes ces questions très intéressantes. Sujet sur super intéressant, on aime ça. Ouais, On aime très ça. intéressant. Merci à vous d'avoir assisté à notre podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à aller vous abonner sur nos chaînes. C'était La Belle et la Bête de la construction, un podcast réalisé par GSC Formé pour bâtir et produit par Olivier Gédé. À la prochaine!